Entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, il existait beaucoup de scènes improvisées sur Paris, et il n'y avait qu'un théâtre régulier, l'Hôtel de Bourgogne. La troupe qui l'occupait était appelée par approbation du souverain troupe royale. Cette troupe a d'abord joué des farces, puis des tragédies. Comme beaucoup d'autres, en 1634, la troupe du théâtre du Marais est aménagée dans une salle de jeu de paume. Ces salles, en raison de leur configuration, ne convenaient pas aux besoins de jeu des comédiens. En 1640, Richelieu fait construire dans le palais cardinal, l'actuel palais royal, une nouvelle salle de spectacle. Au début du XVIIe siècle, le théâtre est strictement lié à la politique. En 1629, naît la première troupe de comédiens du roi, la troupe royale. À partir de 1635, les troupes de l'Hôtel de Bourgogne et du Théâtre des Marais recevaient une subvention annuelle. Richelieu, qui exerçait le pouvoir de 1624 jusqu'à sa mort, avait développé une politique culturelle et, notamment, un mécénat littéraire. Cependant, ces mécénats revenaient à exercer un contrôle sur les théâtres. En effet, en 1637, Richelieu avait obligé Corneille à soumettre les Cides au jugement de l'Académie française. Devenu Premier ministre en 1642, le cardinal Mazarin introduit l'opéra italien en France. Les troupes théâtrales pouvaient être associées ou rivales, et parfois elles étaient affiliées à un théâtre. En 1629, la troupe de Charles le Noir s'était installée dans la salle de jeu de paume de Berthaud. Le jeune Pierre Corneille avait mis en scène ses premières comédies avec cette troupe. Les troupes italiennes faisaient concurrence aux troupes françaises. La Commedia dell'arte trouve un grand succès en France. Ces troupes de comédiens italiens étaient devenues permanentes dans les années 1640-1650, grâce à la protection que Mazarin leur avait accordée. En 1658, la troupe de Molière s'était installée à Paris, où elle était devenue célèbre. Et dans cette troupe, on retrouve des grands acteurs de l'époque, tels que Molière, Madeleine Béjart et Amande Béjart. Quelques repères historiques sur la tragicomédie. Au XVIe siècle, en France, Robert Garnier avait écrit une pièce qui s'inscrivait dans ce genre. Cette pièce était intitulée Bradamante. Au début du XVIIe siècle, Jean de Lachelandre et Alexandre Hardy avaient exploité ce genre littéraire qui, entre les années 1630 et 1640, était devenu très à la mode. Le déclin de la tragicomédie avait commencé seulement après 1660. Les tragicomédies puisaient au roman héroïque à la mode. Aventure et amour contrarié constituaient ces thèmes principaux. Les personnages privilégiés étaient couples d'amants, rivaux jaloux, parents hostiles. L'action, enfin, mêlait ensemble péripéties et rebondissements, malheur et dénouements heureux. Cela impliquait le manque de vraisemblance et l'impossibilité de resserrer la totalité de l'action dans une unité temporelle de 24 heures. En outre, on retrouve les mélanges de tons et des scènes à caractère sanglant, érotique et cruel. Si la tragédie classique de Racine excluait toute violence de la scène en la reléguant des récits, la tragicomédie produit une spectacularisation de la violence. Une telle matière ne pouvait alors convenir qu'à un théâtre irrégulier. Quelques repères historiques sur la tragédie. Au XVIe siècle, les humanistes de la Renaissance avaient mis en scène des tragédies anciennes et écrit de nouvelles tragédies. Entre 1634 et 1637, on assistait à un renouvellement du genre. En effet, de nouvelles tragédies étaient parues. L'Hercule Morin de Rotrou, la Sophonisbe de Marais et la Médée de Corneille, par exemple. En 1637, la querelle du Cid avait mis en lumière les conflits autour des règles de la dramaturgie classique. Entre 1645 et 1648,
D'autres tragédies avaient vu le jour. Pierre Corneille est sans doute l'un des auteurs des tragédies les plus célèbres du XVIIe siècle français. Cependant, son œuvre ne présente pas une véritable unité. Corneille pourrait être défini comme un auteur éclectique, dans la mesure où il a pratiqué différents genres comme la comédie, la tragédie-ballet et la tragédie. Après une présentation de sa biographie et de sa production littéraire, nous allons donner un aperçu de Corneille comme auteur de comédie et comme auteur de tragédie. Ensuite, nous essayerons de montrer les enjeux politiques qui traversent les tragédies de Corneille. Enfin, il s'agira de donner quelques repères historiques sur la célèbre querelle du Cid, une polémique qui avait été déclenchée à la suite de la représentation de la tragicomédie Le Cid en 1637. Pierre Corneille naît à Rouen en 1606. En 1629 paraît sa première comédie, Mélite, qui rencontre un certain succès. En 1637, le Cid est représenté au théâtre du Marais. Il s'agissait d'une tragicomédie qui, tout en remportant un grand succès du public, avait engendré plusieurs polémiques. Entre 1637 et 1640, Pierre Corneille quitte les scènes pendant 3 ans. En 1640, Horace et Cinna ouvrent la période des grandes tragédies romaines et politiques. En 1647, Corneille rentre à l'Académie française. Et entre 1652 et 1658, Corneille quitte à nouveau les scènes après l'échec des Pertarites. En 1658, Corneille se rapproche de Fouquet et retourne au théâtre avec Oedipe. En 1661, l'arrestation de Fouquet prive Corneille de son mécène. En 1674, l'échec de Suresnes pousse Corneille à prendre une retraite définitive. Pierre Corneille meurt à Paris en 1684. Pierre Corneille débute sa carrière dramatique en écrivant des comédies. Ses premières pièces théâtrales peuvent être inscrites en effet dans les genres de la comédie d'intrigue. Cependant, Corneille apporte des innovations à ces genres littéraires. Tout d'abord, il ne fait pas recours à certains personnages typiques de la comédie d'intrigue, comme par exemple les valets bouffons, les parasites ou les capitaines. Par ailleurs, avec la galerie du palais et la place royale, l'action ne se déroule pas dans un cadre imaginaire, mais dans un contexte réel qui devait être très familier aux contemporains. Par là, Corneille nous livre un portrait des mœurs mondaines de son époque. Pierre Corneille a donné à cette tragédie une dimension politique. D'abord, le théâtre cornélien développe une réflexion sur la légitimité du pouvoir politique. En effet, cette tragédie met en scène des problématiques telles que les bons et les mauvais gouvernements, la paix et la guerre, la justice et l'injustice. Ensuite, les tragédies de Corneille s'inscrivent dans le cadre d'une idéologie politique. En effet, elles représentent la monarchie comme le gouvernement idéal, la personne du roi comme sacrée, et par là même son autorité comme éclairée et sans limite. Enfin, Pierre Corneille met en scène ce qu'on pourrait définir les coups d'État au XVIIe siècle, à savoir le recours à une violence déliée de toute contrainte juridique, au nom du salut de l'État. Lorsque la tragicomédie intitulée Les Cid est représentée en 1637, Corneille remporte un énorme succès et, tout à la fois, il s'expose à nombreuses critiques. Or, ces critiques adressées à la pièce, entre autres par Georges Descudery et Jean Marais, portaient tout d'abord sur les sujets jugés mauvais, ensuite sur l'emprunt à l'auteur espagnol, et enfin sur le non-respect des règles du théâtre classique, et notamment celle de la vraisemblance, de la bienséance et des trois unités. Corneille répond tout d'abord avec l'épître intitulé Excuse à Ariste, et ensuite avec la lettre apologétique. En décembre 1637,
l'Académie française rend sa sentence avec un texte mis à point par Jean Chapelain, texte intitulé Les sentiments de l'Académie sur la tragicomédie du Cid. Selon ce texte, la pièce n'est conforme ni aux règles des trois unités, ni à la règle de la vraisemblance.